Pierre-Antoine Plaquevent, Youssef Indy, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation pour le compte de l'association Culture Populaire. On vous reçoit dans le cadre d'une série que l'on développe par rapport aux événements Black Lives Matter. On recevait la semaine dernière Lucien Cerise et Monsieur K pour parler de ces sujets. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, Pierre-Antoine Plaquevent, vous êtes le fondateur du site Les Non-Alignés, un des premiers de la réinfosphère. Vous êtes également le fondateur du think tank Stratégica. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et vous êtes également l'auteur de cet ouvrage, Soros et la société ouverte, métapolitique du globalisme, un ouvrage qui sera réédité et augmenté, cette fois-ci, je crois, dans la nouvelle maison d'édition Culture et Racines. C'est bien cela, Pierre-Antoine? Oui, c'est ça, oui. Il sera augmenté je crois que ça fera une centaine de pages, presque un mini-essai en fait qui parle spécifiquement de la situation française, de la dégradation de la situation française depuis les années 60, depuis même mai 68, suite à la montée de la société ouverte en France, justement. Très bien. Youssef Indy, vous êtes auteur de nombreux articles ainsi que de nombreux ouvrages. On vous connaît principalement pour le tome 1 d'Occident et Islam, ainsi que la suite, le tome 2 que j'ai ici en main. Vous êtes également l'auteur d'un ouvrage qui pourra peut-être nous éclairer par rapport au sujet que nous traitons aujourd'hui, à savoir le mythe fondateur du choc des civilisations. Tous deux, d'ailleurs, vous avez travaillé beaucoup sur le sujet des Gilets jaunes. Youssef, vous avez publié aux éditions Sigest du Brexit aux Gilets jaunes. Et votre dernier ouvrage, qui celui-ci est paru aux éditions Contre-Culture, s'intitule Chronique du sionisme. Pierre-Antoine, on va commencer ensemble, si vous le voulez bien. Vous préparez un dossier sur le sujet Black Lives Matter et les événements aux États-Unis et peut-être même leur exportation à travers le monde. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire pour éclaircir un petit peu le niveau de lecture de nos spectateurs? Oui, c'est ça. Je suis en train de réaliser, enfin j'ai réalisé un dossier pour le site Stratégica sur Black Lives Matter et en fait sur la tentative de révolution de couleur qui a lieu en ce moment aux États-Unis. Alors si vous voulez, déjà dans cette analyse, je pars de l'origine de Black Lives Matter. Donc Black Lives Matter au départ est un hashtag, un mot dièse, comme on dit en bon français, qui a été lancé sur les réseaux sociaux par des activistes afro-américains et des activistes essentiellement féminines, hein, des femmes au départ. Et en 2013, suite à l'assassinat d'un jeune afro-américain de 17 ans, donc le mot d'ordre a été repris sur le hashtag Black Lives Matter. Et en fait, progressivement, il s'est imposé lors des émeutes et des événements de Ferguson, des émeutes qui ont duré plusieurs mois entre 2014 et 2015. Suite à ça, donc cette mouvance un peu protéiforme s'est structurée sous la forme d'un véritable mouvement. Et comment dire, pour arriver à la forme actuelle d'un vrai mouvement organisé qui anime de contestations un peu partout dans les villes américaines et qui tend à exporter son modèle, y compris en France. Alors dans le dossier, je détaille vraiment un peu plus la structuration du mouvement, mais ce qui est intéressant, c'est de se pencher, comme toujours, sur ces animateurs. Et on a à l'origine du mouvement trois personnes hein, qui sont Alicia Garcia, Opal Tometi et Patrice Cullors, qui sont toutes les trois qui ont un peu des caractéristiques similaires, c'est-à-dire d'être des militantes
afro-américaine, de culture vraiment d'extrême gauche, et toutes qui se revendiquent, au moins deux d'entre elles, lesbiennes et de culture, on va dire, de la contre-culture LGBT, si on veut. Ce qui est assez atypique, on pourrait dire, dans ce qui est dans la communauté afro-américaine. Mais en fait, ce marqueur-là est constamment appuyé sur les publications à la fois de ces jeunes femmes que dans les publications du mouvement lui-même. Je cite par exemple, voilà, ce qui est dit sur le site même de Black Lives Matter, enfin un des sites officiels, dit que voilà, nous devons défendre la vie des personnes noires, queer et trans, des personnes handicapées, des sans-papiers, des personnes ayant un casier judiciaire, des femmes et de toute personne noire dans l'ensemble du spectre des différents sexes. Voilà, notre réseau regroupe tous ceux qui ont été marginalisés au sein des mouvements de libération des Noirs. Bon, c'est une proclamation qui tout de même tranche un petit peu avec ce qu'on connaissait auparavant à l'époque des Black Panthers ou même de Malcolm X, tout ça. Donc on voit qu'il y a une volonté d'encadrer le discours et la parole communautaire afro-américaine dans les marqueurs habituels du politiquement correct mondialiste. Surtout, ce qui est intéressant ensuite, c'est de voir le parcours de ces jeunes femmes, donc qui ont toutes commencé au sein d'organisations d'extrême gauche, de l'extrême gauche américaine, et qui de là ont été prises en main et formées, et ensuite financées par des financiers de la finance oligarchique habituelle, dont Soros et d'autres fondations. Alors, dans le dossier, je parle longuement du passage de ces activistes au sein d'une organisation qui s'appelle la Freedom Road Socialist Organization, qui est en fait un mouvement ouvertement marxiste-léniniste qui existe en ce moment aux États-Unis, qui existe depuis les années 80, je crois, ou 90, et qui a pris la suite d'autres mouvements du même type qui ont commencé à émerger aux États-Unis dans la contestation étudiante des années 60, qui se sont structurés et qui, dans les années 80, voilà, ont pris cette forme-là de la Freedom Road Socialist Organization. Et cette organisation, qui est ouvertement marxiste-léniniste, appelle en ce moment même à transformer les événements en cours en une révolution. Et il dit clairement, voilà, les temps sont mûrs pour une révolution anticapitaliste aux États-Unis, pour faire tomber Trump, mais aussi pour faire tomber la société, le système capitaliste américain. Et ce qui est intéressant, c'est que ces jeunes femmes, qui à l'origine de Black Lives Matter, ont toutes travaillé dans des organisations en rapport avec cette Freedom Road Socialist Organization, qui est structurée, cette organisation qui est structurée sous la forme c'est une sorte de pouponnière à tout un tas d'associations. C'est souvent la méthodologie employée par dans la mouvance trotskiste, ou même au sein des ONG. Des ONG mondialistes. C'est-à-dire, vous avez une organisation mère et puis plein de petites structures qui peuvent se regrouper au moment qui peuvent et qui savent se regrouper au moment idoine, quand il faut faire pression selon un objectif défini. Donc, et là, quand on se penche sur les financements de cette organisation, qui, donc, vous avez sur leur site, il y a des étoiles rouges, c'est ouvertement communiste. Et comment dire, vous vous penchez sur cette organisation et vous voyez qu'elle a reçu les filiales de cette organisation, comme par exemple, prenez au hasard, qui s'appelle Right to the City Alliance, qui a perçu 6,5 millions de dollars. Alors là, je lis un peu le dossier parce que je connais pas tout en tête, mais 6 millions de dollars entre 2011 et 2014 de la part de plusieurs fondations, dont la fondation Ford et évidemment les fondations de George Soros, City Foundation, à hauteur de 1,3 million de dollars. On a également la fondation Kellogg qui participe à ça. Après, vous avez d'autres groupes. Vous avez Forward Together qui a reçu 4 millions de dollars de la part de la fondation Ford. Voilà, vous avez donc tout un ensemble. Et par exemple,
une fondation qui est significative, la Black Alliance for Just Immigration, qui est dirigée par une cofondatrice du Black Lives Matter, Opal Tometi, et qui, elle, a perçu $100 000 de la part de l'Open Society Foundation. Et Opal Tometi, qui est une des 2 personnes, je crois, qui anime le bureau de cette association, a perçu elle-même $60 000 juste pour assurer la direction de ce groupe. En fait, et si on regarde, par exemple, le détail du financement de Soros à l'ensemble des groupes liés au Black Lives Matter, on arrive à quelque chose qui est proche des $33 millions, voire plus. Donc c'est assez étonnant. Et en fait, dans ce dossier, ce que je montre, c'est que finalement, ça devient... la morphologie de tout ce qui se passe actuellement aux États-Unis est assez claire. On a des minorités qui sont encadrées par des militants professionnels et salariés d'organisations qui sont elles-mêmes d'organisations d'extrême gauche, ouvertement, avec un agenda ouvertement de type marxiste, qui sont elles-mêmes financées par des financiers globalistes et par des grands groupes oligopolistiques ou capitalistes. Donc on voit que la communauté noire est en ce moment utilisée comme un bélier pour des intérêts qui sont ceux des organisations radicales d'extrême gauche, manipulées elles-mêmes par la finance globaliste. Ce qui est finalement assez logique, puisque on a toujours eu le mythe de l'extrême gauche, c'est de se présenter comme opposé au capitalisme international, alors qu'en fait, par essence, le communisme, le trotskisme, sa version vraiment qui s'est imposée à partir des années 60 en Occident et dans les universités et dans le monde intellectuel et syndical, et de la même essence, a le même objectif que le globalisme, c'est un mondialisme. Leur but, c'est l'internationalisme radical, la fin des frontières. Donc en fait, leurs objectifs stratégiques se rejoignent très bien. Et on constate que finalement, Trump a pointé du doigt les organisations appelées génériquement comme Antifa. Bon, bah, clairement, cette mouvance-là sont la branche radicale et violente du mondialisme. Et en fait, ce que ne peut pas faire directement le financier globaliste, il va le faire par toute une chaîne de courroies de transmission à ces organisations qui elles-mêmes délèguent à des militants professionnels qui vont encadrer les communautés, qui elles-mêmes vont se soulever et qui ne se rendent pas forcément compte de tout ça. Mais bon, avec en plus la crise économique qui va augmenter suite au confinement, suite au Covid-19, on a là une manne de colère populaire indéfinie à exploiter. Et ça, c'est l'essence de la subversion politique, c'est ça, c'est de savoir utiliser les frustrations légitimes des populations et de les orienter vers ces buts stratégiques. Voilà ce que je peux dire sur ça. Juste une petite précision, très rapidement, dans quel but cette subversion finalement? Quel est son objectif final? Le but là, dans l'immédiat, c'est de parasiter le fin de mandat de Trump, voire de le faire tomber, hein, c'est clairement ça. Si vous allez si vous regardez l'évolution de Black Lives Matter, progressivement c'est devenu quelque chose avec toujours plus de moyens, toujours plus de financement, ce qui lui permet maintenant de rayonner à l'international. Mais vous voyez que par exemple, je crois en 2016, a été fondé par la fondation Ford en fait, et un groupe qui s'appelle le groupe Borealis, un groupe philanthropique qui fait de la philanthropie, mais qui est la philanthropie à but politique, un fonds d'investissement, un fonds de management pour aider le développement du Black Lives Matter, et qui vise à créer une campagne qui, sur 6 ans, permettrait de collecter $100 millions pour le mouvement Black Lives Matter. Donc on voit qu'en fait il y a vraiment une volonté de pousser ça et de l'utiliser. En fait, si vous allez, ça c'est un auteur, William Engel, qui relève ça, si vous allez en ce moment sur le site du mouvement
Movement for Black Lives, un des sites officiels du mouvement. Si vous cliquez sur le bouton des dons, en fait, vous tombez sur un site qui s'appelle Act Blue Charities, qui est une plateforme de récolte de dons qui est à la base, qui avait été créée pour aider les démocrates, le parti démocrate et les candidats des démocrates. Donc, par exemple, cette plateforme de dons qui s'appelle Act Blue a récolté ce 21 mai 120 millions de dollars, je crois, pour la campagne de Joe Biden. Donc en fait, on voit clairement le lien entre l'appareil démocrate et le Black Lives Matter. Et en fait, si vous regardez aussi sur un aspect plus concret, les émeutes qui ont eu lieu, les zones autonomes temporaires, comme ils appellent ça, là, qui sont installées dans les grandes villes, je crois, comme à Seattle, ça serait impossible sans l'appui d'élus démocrates qui partagent les vues et même l'agenda de ces manifestants. Donc en fait, on est clairement face à quelque chose qui rappelle la méthodologie des révolutions de couleur, mais sur le sol même des États-Unis. Maintenant que le candidat, le président et le prochain qui est candidat aux prochaines élections pose problème à l'État profond américain et aux réseaux qui utilisent depuis des décennies, voire depuis tout le XXe siècle, les États-Unis comme un porte-avions, on va dire, ils sont appliqués à réaliser sur le sol même des États-Unis la méthodologie qu'ils ont utilisée par ailleurs. Mais ce qui est clair aussi, c'est que, par exemple, de manière assez cynique, le chômage des populations afro-américaines n'avait jamais été aussi bas que sous l'administration Trump. Donc en fait, après, moi la séquence elle est assez claire, c'est finalement on a ce Covid-19, le confinement, une attaque finalement contre l'économie réelle, comme l'avait bien relevé justement Monsieur Indy dans le dossier qu'il avait réalisé pour Strategica. Et suite à ça, on allume un deuxième incendie en agitant la question raciale. C'est comme toujours, la mort de ce George Floyd n'est qu'un prétexte en fait. C'est-à-dire, ça n'aurait pas pu prendre cette ampleur. Des émeutes ne peuvent pas devenir un mouvement politique s'il n'y a pas derrière les moyens et l'organisation. Et ce qui est intéressant à étudier, même au niveau de la politologie, c'est de voir la capacité d'organisation militante de l'extrême gauche qui permet de tenir le terrain, alimentée par la manne financière de la finance capitaliste. Ça, c'est vraiment intéressant à étudier. Youssef, Pierre-Antoine nous parlait de mouvements d'inspiration marxiste-léniniste. Sommes-nous passés finalement sans transition de la lutte des classes à la lutte des races ? Alors, historiquement, effectivement, on voit déjà à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, surtout une alliance qui est maintenant documentée, démontrée, entre la finance internationale, plus précisément Wall Street, et les révolutionnaires bolcheviques, à commencer par Trotsky, qui a résidé à New York dans un bel appartement qui se baladait en limousine au début de l'année 1917, puis a rejoint le continent européen à partir de l'Allemagne qui, elle aussi, a soutenu la révolution bolchevique et a soutenu Lénine. D'ailleurs, la banque Crédit Lyonnais, à l'époque, avait blanchi beaucoup d'argent pour le compte de Lénine et des bolcheviks pour réaliser la révolution bolchevique. On sait notamment que la famille bancaire Rothschild avait soutenu financièrement le Japon dans sa guerre contre la Russie tsariste en 1904, donc à la veille de la première tentative de révolution bolchevique de 1905. Et comme l'a démontré Pierre-Antoine Plaquevent
dans le dossier Stratégica, qui est extrait de son dernier livre, où on a vu à nouveau en mai 68 cette alliance entre CIA, Finance internationale et jeunes révolutionnaires marxo-trotskistes. Et pour revenir à votre question, donc, de la lutte des classes à la lutte des races, l'objectif est toujours le même, celui de la subversion. Et ce que disait Karl Marx dans le manifeste pour le Parti communiste en 1848, il appelait de ses voeux, je cite, une guerre civile mondiale entre le prolétariat et la bourgeoisie. Donc la structure est toujours la même. Là, elle a une inspiration religieuse, je n'y reviendrai pas, j'ai exposé ça dans mes écrits, dans mes livres. Donc on a toujours cette structure d'antagonisme artificiel ou réel, mais qui est aggravée en vue de subvertir la société. Alors, et on a vu à partir des années 80 en France le passage de cette lutte des classes sur une base socio-économique à une lutte des races. Et d'ailleurs, le spécialiste de l'histoire économique Marc-Gabriel Draghi a publié très récemment un article où il mentionne la marche des beurs au début des années 80 qui coïncidait avec le tournant de la rigueur de 1983. Donc on parle de l'époque Mitterrand, où ils ont abandonné tous leurs objectifs et le rêve socialiste vers plus d'égalité pour en fait l'adoption d'une politique thatchérienne, réganienne, de libéralisation de l'économie, de financiarisation et donc de privatisation d'un certain nombre d'entreprises publiques. Et pour faire passer ces réformes libérales au service de la finance, eh bien, on a déclenché la marche des beurs, l'égalité. Plutôt, on a perverti, je crois, une première marche qui n'était pas raciale, mais qui était plutôt sociale, c'est-à-dire des jeunes de banlieue de l'époque qui ne demandaient pas de lois particulières communautaires, mais qui demandaient plutôt, qui voulaient une intégration socio-économique dans la société. On a remplacé cela par des revendications de type communautaire et racial, et ça a été manipulé par les gens de SOS Racisme, c'est-à-dire les mêmes qui ont fait la révolution en 1968 pour subvertir le général de Gaulle, comme explique Pierre-Antoine Platevan, sont revenus à la charge dans les années 80. Et d'ailleurs, Alain Finkielkraut était proche à l'époque, parce qu'il vient de l'extrême gauche, était proche des SOS Racisme. Il y avait Julien Barret, il y avait Bernard-Henri Lévy, il me semble qu'il y avait aussi l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, qui poussait dans cette direction, c'est-à-dire dans la direction de l'opposition entre d'un côté les Maghrébins, la première et la deuxième génération, plutôt la deuxième génération, contre la majorité de la société, c'est-à-dire les Français de souche, pour masquer cette révolution libérale financière qui allait détruire la société. D'ailleurs, dans les années 80, Jacques Attali était le conseiller de Mitterrand et il n'est pas étranger, c'est le moins qu'on puisse dire, à ce tournant de la rigueur de 1983 qui visait à transformer la France des années 80 en Angleterre des années 80 et détruire l'économie malienne. Pierre-Antoine, vous voudriez rebondir sur les propos du Youssef Indy ? Oui, si justement sur le moment de mai 68 est important parce qu'en fait dans tout l'Occident cette période va être marquée par les soulèvements étudiants qui là déjà cochent beaucoup de cases de ce qu'on pourrait appeler des pré-révolutions de couleur, surtout en France face au général de Gaulle. Donc là effectivement j'ai consacré tout
partie de la nouvelle partie de mon livre à ça, et j'ai repris certains de ces arguments sur un article un dossier qui est disponible sur Stratégica, qui s'appelle Mai 68, une révolution de la société ouverte contre la France. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, prenons par exemple le cas emblématique d'un Bernard Kouchner, qui est au moment de mai 68 un cadre trotskiste ou maoïste, je ne sais plus dans son cas, et qui en fait dans les années 80 va se reconvertir, va devenir un ponte du PS, et va justement utiliser en communication l'arme de l'humanitaire, et va promouvoir l'ingérence humanitaire à la manière méthodologie de l'Open Society Foundation, et avec Médecins sans frontières, qui est lié aussi au réseau Soros, tous ces réseaux-là. Et en fait, si vous regardez aux États-Unis, par exemple, vous avez le président l'ancien président de l'Open Society Foundation, qui est toujours son président d'honneur, Ariel Nayer, qui était aussi le fondateur du Human Rights Watch, qui était dans les années 60 un membre du SDS, Student for Democratic Society, qui était un des groupes d'extrême gauche, là aussi trotskiste, les plus influents aux États-Unis. Donc on voit vraiment le passage de ces gens qui ont réussi. En fait, mai 68, cette époque-là, a été non seulement, par exemple en France, une révolution pour faire tomber le général de Gaulle et passer à une nouvelle forme de société, en jouant justement la carte de la société civile contre l'État. C'est ça en fait que fait la méthodologie de la société ouverte, c'est utiliser la société civile sous ses différentes formes contre l'État pour défaire les prérogatives des États-nations et installer de nouvelles formes de gestion des populations qu'ils appellent gouvernance, qui en fait s'apparente tout simplement à une gouvernance des multinationales en fait. Donc cette révolution de mai 68 ne fut non seulement révolution contre le vieux monde d'une nouvelle génération, mais aussi la prise de pouvoir d'une nouvelle génération, un petit peu selon ce qu'appelle Vilfredo Pareto, appelé la circulation des élites. Donc on a des nouvelles élites qui ont pris le pouvoir et qui le gardent depuis, qui elles maintenant empêchent par contre les nouvelles générations de reprendre le pouvoir sur cette génération-là des 68ers cosmopolites trotskistes. Donc, et pour revenir à ce qui se passe actuellement aux États-Unis, voilà. On a maintenant, comme disait Youssef Indy, l'idéal marxiste, c'était la guerre civile mondiale du prolétariat contre la bourgeoisie, afin d'installer déjà, justement à l'époque, l'idéal d'un monde, d'une société sans classe et sans État, l'internationalisme. On a maintenant, depuis les années 60, il y a eu cette nouvelle gauche qui a pris le pas sur le communisme classique, qui a remplacé le prolétariat par les minorités, et en fait qui a transféré, on pourrait dire, le millénarisme de l'attente presque eschatologique d'une mission du prolétariat par les minorités de toutes sortes. Et en fait cette méthodologie-là aux États-Unis était beaucoup plus avancée déjà dans les années 60 qu'en France, puisque les États-Unis sont déjà à la base d'une société multiculturelle, donc il était plus facile de mettre ça en place, et dès les années 60, en fait, les mouvements radicaux, Black Panthers et autres, étaient encadrés, ou en tout cas travaillés avec l'extrême gauche étudiante aux États-Unis, et en fait, donc les cadres, c'est comme maintenant, c'est-à-dire en fait, on peut avoir des mouvements de révolte, mais s'il n'y avait pas un personnel politique qui sache encadrer ça, et qui en fait au bout d'un moment les moyens pour tenir sur le long terme, on ne pourrait pas avoir des mouvements qui prennent une telle ampleur. Ça c'est la clé. C'est ce qui manque, on pourrait dire, aux souverainistes, en tout cas aux nationalistes en France ou même aux États-Unis. Si nous avions des moyens de ce type-là, c'est clair que ce serait beaucoup plus simple. Ça n'est pas le cas, donc en fait toutes ces organisations
financés de l'extérieur peuvent avoir pignon sur rue et mener leur projet. Très bien, ça c'est surtout pour le mouvement subversif de l'autre côté de l'Atlantique. Youssef Indy, comment on pourrait analyser finalement l'importation de ce conflit en France? Je pense notamment à Assa Traoré, qui dans les colonnes de Causeur parle de l'étrange arrêt maladie. Alors, pour être plus précis, c'est pas Assa Traoré qui parle de son arrêt maladie, c'est le magazine Causeur qui parle de l'arrêt maladie d'Assa Traoré. Alors oui, c'est sorti le 19 juin dernier. Dans Causeur, on apprenait que Assa Traoré était en fait une salariée de l'œuvre de protection des enfants juifs du baron Edmond de Rothschild. Ça s'appelle l'OPEJ, O-P-E-J. Et donc elle a été salariée jusqu'en décembre 2019. Alors ce qui est étrange, c'est qu'elle a été en arrêt maladie donc, depuis la mort de son frère en juillet 2016 jusqu'en août 2017. Et elle est restée salariée sans solde, d'après elle, jusqu'en décembre 2019 chez cette OPEJ, l'œuvre de protection des enfants juifs, baron Edmond de Rothschild. Alors, ce qui est curieux, c'est que durant la période où elle était en arrêt maladie, elle a couru les plateaux de télévision, elle a participé à une manifestation, elle a reçu Libération pour un portrait publié en septembre, donc un portrait sur elle, publié en septembre 2016. En octobre 2016, elle répond à une interview qui lui a été proposée par Jeune Afrique. Le 5 novembre, donc elle est avec un porte-voix, elle anime un petit cortège à la place de la République à Paris. Le 17 novembre 2016, elle se manifeste au conseil municipal de Beaumont-sur-Oise pour réclamer la vérité sur son demi-frère, Madame Traoré. Le 31 décembre 2016, elle met en ligne ses vœux en vidéo sur Mediapart à l'invitation du site qui appartient à Edwy Plenel, grand trotskiste devant l'éternel. En janvier 2017, elle tient la vedette dans l'émission La Clique de Mouloud Achour qui est sur Canal+, présidée par, je crois, Saada. Nedjar, c'est CNews, et Saada, c'est le groupe N+. Vous m'entendez toujours? Oui. Ouais. En décembre 2018, elle parle à Bastamag et Reporter, elle se déplace en banlieue, elle fait un entretien croisé avec Angel Davis, publié par la revue Bast en janvier 2019. Elle est en une des Inrocks, magazine des Inrecuptibles, en avril 2019. En avril 2019, elle est invitée en tant que rédactrice en chef de ce numéro des Inrecuptibles. Et donc, durant cette interview, elle relance sa ligne de vêtements dans la rubrique Où il est cool. Donc, Assa Traoré, salariée de la fondation Edmond Rothschild, qui lance une marque, une ligne de vêtements. Elle fait la une de Libération, des Inrocks, elle est sur Mediapart. Je peux vous dire que si l'un d'entre nous faisait la une de Libération, ce ne serait pas pour un portrait élogieux, mais ce serait plutôt pour nous démolir. Alors la question c'est comment est-ce que cet Assa Traoré se retrouve sous les projecteurs tout d'un coup. Assa Traoré qualifié de chance pour la France par Christiane Taubira. Oui, alors que Christiane Taubira, on ne va pas y revenir, tout le monde connaît son parcours, surtout son parcours récent dans le gouvernement de Hollande, c'est quand même Morel. Donc, l'OPEJ de Sarcelles, donc l'œuvre de protection des enfants juifs, baron Edmond de Rothschild à Sarcelles, a été interrogé par Causeur sur Assa Traoré. Ils ont répondu oui, elle travaille chez nous, mais nous avons reçu des directives du siège et nous ne devons pas en parler. Alors, au siège,
le directeur général s'appelle Johan Zitoun. Il a répondu en causeur. Il leur a répondu: les salariés sont soumis au secret professionnel le plus strict, ce qui les empêche de divulguer la moindre information concernant le personnel. Et il invoquait l'impérieuse nécessité de préserver les travailleurs sociaux afin qu'ils restent concentrés sur leur mission quotidienne. Mais ça ne nous explique pas pourquoi elle a été couverte durant près d'un an d'arrêt maladie, alors que la loi vous oblige à rester chez vous et à vous reposer lorsque vous êtes en arrêt maladie. Donc, complaisance peut-être de l'assurance de l'assurance maladie, complaisance de son patron qui accepte un arrêt maladie alors qu'on la voit courir partout. Donc, quand on se penche un peu sur Johan Zitoun, le directeur général de l'OPEJ, qui est financé, je le rappelle, par la fondation de Rothschild. Alors, ce Johan Zitoun est très actif dans ce qu'appelle Gilles William Goldnadel la communauté juive organisée. Par exemple, il a participé, c'est des informations qui sont disponibles, c'est pas du tout confidentiel. Il a participé le 12 avril 2020 à une conférence organisée par l'espace culturel et universitaire juif d'Europe, donc sur Zoom et Facebook. Alors, durant cette conférence, il était aux côtés de Robert Ejnes, directeur exécutif du CRIF, Marc Abensour, directeur du Consistoire de Paris, Moshe Levin, conseiller spécial du Grand Rabbin de France, Noémie Madar, présidente de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France. Donc, on retrouve un peu le même schéma qu'aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on prend une régie communautaire noire qui est financée, du moins, là on a la preuve au moins qu'elle est salariée de la fondation Rothschild et qui est prise en main par les intellectuels et les réseaux d'extrême gauche, parce que Libération, les Inrocks, etc., c'est issu de l'extrême gauche et une fois encore, on voit la collusion entre réseaux d'extrême gauche et finance, parce qu'elle fait la une de Libération. Libération appartient au milliardaire israélien Patrick Drahi et aussi à la banque Rothschild en partie. Les Inrecuptibles c'est la propriété des Inrecuptibles et la propriété de Mathieu Pigasse. Mathieu Pigasse est un homme d'Alain Minc, un peu comme l'est Emmanuel Macron, un garçon d'Alain Minc et de Jacques Attali. Et ce Mathieu Pigasse a été de 2002 à 2019 directeur exécutif de la banque Lazare. Il est aussi actionnaire du groupe Le Monde et du Huffington Post. Donc son magazine, dont le magazine du banquier Pigasse, fait la promotion d'Assa Traoré et de son combat. Et maintenant, sur le plan idéologique, comme aux États-Unis, on retrouve des intellectuels et des activistes d'extrême gauche. On a derrière Assa Traoré, officiellement, le sociologue Geoffroy Lagasnerie, ou Laganerie, qui vient en partie d'une famille grand bourgeois et qui vient aussi d'une famille aristocratique, avec qui elle a écrit un livre, Assa Traoré. Donc déjà en 2016-2017, elle avait publié un livre au Seuil, une grande maison d'édition, en mars 2017, donc un livre témoignage écrit avec Elsa Vigoureux du Nouvel Observateur, journaliste encore de gauche. En 2019, elle publie avec le sociologue Geoffroy Laganerie Le combat Adama. Et c'est en avril 2019, quand ce livre sort, chez Stock,
qu'elle fait, que Assa Traoré fait la une des Inrecuptibles, et où elle est donc invitée comme rédacteur en chef du magazine de gauche. Alors Geoffroy de la Gannerie, lui, c'est un sociologue, professeur à l'École nationale supérieure d'art de Cergy-Pontoise, et on apprend par exemple, on m'a communiqué ça avec la fiche intéressante, il dirige la collection Avenir aux éditions Fayard. Dans cette collection, il a fait publier notamment les ouvrages de la féministe lesbienne qui a reçu une éducation religieuse juive, Judith Butler, qui est bien connue, dont les travaux portent sur la théorie du genre et l'homoparentalité. Elle est elle-même en couple avec une autre femme avec qui elle vit à Berkeley, et elles élèvent ensemble un garçon certainement adopté qui s'appelle Isaac. Alors, Geoffroy de la Gannerie, pas du tout un marginal. C'est un type qui a été classé par la magazine encore les Inrecuptibles en 2015 parmi les 100 créateurs qui, dans tous les domaines, réinventent la culture. Il se permet d'essayer, du moins, de censurer, d'empêcher les invitations de certains intellectuels qu'il juge conservateurs ou homophobes. Vous m'entendez ? Oui, oui, on t'entend très bien. Ouais, ça va couper. Donc c'est un censeur, c'est un petit censeur qui est promu par le système médiatique, politico-médiatique, les Inroc, etc., et qui dirige une collection à Fayard. Fayard, c'est pas rien. C'est d'ailleurs aux éditions Fayard que Philippe de Villiers vient de publier son nouveau livre, d'ailleurs. On pourrait croire que c'est en opposition, c'est contradictoire, mais en réalité, tout ceci est parfaitement cohérent. Alors, Pierre-Antoine Plaquevent, on comprend, enfin vous l'avez expliqué, que l'affaire Floyd était là principalement pour déstabiliser le mandat de Trump et peut-être pour le découpler d'une partie de son électorat noir. Mais l'affaire finalement française, le volet français Assa Traoré, finalement, il est là dans quel but ? Pour renforcer comment dire, un choc des civilisations qui s'est pas assez ancré. Pour moi, il a on pourrait dire un but similaire. Mais je vais développer ça. Mais j'aimerais revenir sur quelque chose, sur ce qu'a développé Youssef Indy. Et en fait, souvent, les gens ont du mal à concevoir l'idée que des banquiers ou des gens parmi les financiers les plus puissants puissent avoir finalement des objectifs et même une idéologie commune avec des révolutionnaires de type marxiste-léniniste. Comme l'a bien rappelé Monsieur Indy, c'est quelque chose qui en fait est présent dans toute l'histoire des idéologies révolutionnaires depuis le 19e siècle. Et en fait, si on regarde en France, je rappelle dans mon livre la citation du banquier, justement du banquier Edmond de Rothschild, qui dans les années 70, justement peu après la révolution de mai 68, qui allait finalement pousser le général de Gaulle à partir, même si ce sera un an plus tard, le baron de Rothschild expliquait que le verrou qui doit sauter, c'est la nation. Parce que la nation est inadaptée au monde moderne. Lui, il travaillait à créer l'Europe du marché commun. Donc en fait, ces banquiers sont réellement ont une idéologie et des intérêts qui sont d'essence globaliste. Philippe de Villiers, justement dans son livre J'ai tiré sur le fil du mensonge, je cite mon étude, et il parle désormais de messianisme financier. Mais
c'est réellement de cela dont il s'agit. Ce sont des gens qui ont les moyens financiers de leur idéologie. Et nous, en fait, ce que nous subissons, ce que nous voyons, c'est progressivement la montée de la société, de la forme politique réalisée, de la forme sociale qu'ils veulent arriver à faire exister. Et chaque étape, chaque mouvement, voilà, comme mai 68, comme maintenant ce qui se passe, chaque crise est un passage, une étape supplémentaire vers l'avènement de la société post-nationale, de la société sans classe, ou plutôt sans classe pour les masses, c'est-à-dire une masse d'ilotes globalisée et mélangées qui seront gérées d'autant plus facilement par le complexe des multinationales organisées en forme de gouvernance globale post-étatique. Donc tout cela est en fait très cohérent. Et pour revenir à la version francophone, on va dire, de Black Lives Matter et de l'affaire Traoré, on a la même méthodologie, les mêmes types d'acteurs qui sont payés par les mêmes types de financiers. Et en fait, le but est similaire. Juste après la pandémie, le confinement qui a étouffé l'économie réelle et dont les conséquences là sont encore masquées. Mais là, par exemple, à la rentrée, après l'été, on verra les millions de gens qui ont perdu leur emploi. En fait, si vous voulez, pour moi, c'est clair, c'est un étouffement progressif de la société réelle par la finance cosmopolitique et son projet et ses relais. Et en fait, ces gens-là, mais c'est parce que nous sommes constamment bombardés médiatiquement que nous ne prenons pas la mesure de l'iniquité de ce qui est fait, en fait. Parce que des gens comme ça, comme prendre des gens, les payer pour finalement eux réaliser leur petit rêve individualiste comme cette Assa Traoré de créatrice de mode ou je ne sais pas quoi. C'est la même chose aux États-Unis avec les fondatrices de Black Lives Matter qui sont complaisamment invitées dans les magazines et les revues culturelles de la gauche new-yorkaise et qui sont là aussi, pareil, on a parlé d'Angela Davis, toutes ces vieilles figures du communisme américain qui sont toujours présentes et en fait qui ne veulent pas... Ce sont ces gens qui ont créé ce monde-là, et en fait ils ne veulent pas lâcher prise, ils iront jusqu'au bout de leur projet et ils sont prêts à passer même en mode néoconservateur si c'est nécessaire parce qu'ils sont conservateurs de leurs intérêts. Donc ils ont la révolution pour casser les classes populaires et les classes moyennes et ensuite ils peuvent passer en mode néoconservateur pour conserver leurs intérêts bien compris. Ce qui est clair pour moi, c'est que ce confinement qui a été poussé de manière, comme l'avait bien démontré, il a été un des premiers à le faire, Youssef Indy sur notre site, que les modèles mathématiques qui avaient conduit les gouvernements à des projections sur la mortalité du virus qui étaient beaucoup plus grandes que ce que ça allait être en réalité. Ces modèles-là ont été poussés par des globalistes et en fait, pour moi, il est clair que l'on veut en fait étouffer l'économie réelle, car l'économie réelle et l'économie des classes moyennes est le carburant du populisme ou du nationalisme au niveau international. Et en fait, de la base de Trump même. Si vous cassez cette économie-là, vous cassez l'économie qui peut créer un égrégore politique qui posera problème aux mondialistes. Et là, on est en ce moment aux États-Unis dans une lutte à mort entre deux projets. Et ça ne veut pas dire que le projet de Trump est parfait ou que derrière lui, il n'y a pas aussi d'autres types d'oligarques qui utilisent le populisme américain pour leur agenda à eux. Mais il est clair que là, on est dans une lutte à mort. Il suffit de revoir aussi même les spots de campagne de 2016 qu'avait produit Trump. Et on voit
lui-même ce qu'il avait promis aux Américains. Et en fait, on est dans cette lutte à mort depuis la campagne de 2016. Et là, les globalistes, au sens large, au sens vraiment planétaire, sont embêtés depuis ce qui s'est passé avec Trump. Parce que si on n'a pas forcément un adversaire complètement antagoniste de la finance internationale et des réseaux mondialistes, on a quelque chose qui vient complètement parasiter le projet qui était le leur et qui en tout cas ne leur permet plus d'avoir les courroies de transmission immédiates qu'ils pouvaient avoir avec d'autres administrations ou qu'ils auraient eu avec Hillary Clinton. Tiens, une anecdote au passage, en parlant d'Hillary Clinton, Black Lives Matter se réclame beaucoup d'un idéologue des années 60 qui s'appelle radical, qui s'appelle Saul Alinsky. Et Saul Alinsky, qui était issu d'une famille juive orthodoxe conservatrice, était lui-même un révolutionnaire patenté qui formait les militants radicaux dans les années 60, les étudiants. Et Hillary Clinton a elle-même fait une thèse sur les méthodes d'Alinsky, thèse appuyée justement par ce Alinsky lui-même. Donc on voit toujours cette même parenté entre la gauche radicale et finalement la gauche globaliste, jusqu'à nos jours et à travers l'histoire, toute l'histoire contemporaine. Cette classe que l'on veut casser, appauvrir, selon Pierre-Antoine, Youssef Indy n'est-elle pas finalement incarnée par les Gilets jaunes? Comment expliquez-vous leur dissolution médiatique finalement? Oui, alors justement, un de mes arguments, ce que j'avais dit justement récemment aux Gilets jaunes lors d'une interview, c'est que ces mouvements communautaristes, racialistes, qui mettent en avant des revendications à la fois communautaires, mais aussi de type LGBT, parce que Pierre-Antoine Plaquevent l'a souligné à la tête du mouvement, plutôt les têtes de gondole du mouvement Black Lives Matter, sont lesbiennes et prônent une idéologie LGBTQ, je ne sais quoi. Et derrière Assa Traoré, il y a ce sociologue, Geoffroy de la Gasnerie, qui lui aussi fait la promotion des idées LGBT. Donc en fait, on a d'un côté une véritable révolte sociale qui est de plus en plus large, même si elle peut être en sommeil périodiquement, et beaucoup plus ancrée dans la réalité sociale et économique, à savoir les Gilets jaunes. Et pour contrer ce mouvement, on lance des Assa Traoré, des Black Lives Matter, des comités pour la vérité, des comités Adama, etc. D'ailleurs, durant le mouvement des Gilets jaunes, la petite Assa Traoré avait participé à une manifestation, non pas avec les Gilets jaunes, mais contre les Gilets jaunes, et elle avait déclaré, en pleine révolte des Gilets jaunes, on va prendre le terrain, on ne va pas laisser la place à tous ces fachos, à tous ces racistes, tous ces Gilets jaunes fascistes et fachos qui ont depuis quelques semaines, quelques jours, des propos racistes. Donc, elle est aussi là pour essayer d'empêcher une éventuelle jonction entre les banlieues qui vivent en France, donc qui elles aussi subissent les conséquences socio-économiques de la globalisation économique, tout comme les Gilets jaunes, et pour mettre en avant, comme je vous l'ai dit, des revendications fallacieuses de type racialistes qui sont importés des États-Unis, puisque la France n'a absolument pas le même modèle communautariste, et la France, le système français démocratique, entre guillemets, ne s'est pas fondé sur les différences raciales ou les oppositions raciales, alors que c'est le cas aux États-Unis. Les États-Unis, l'Amérique s'est fondée d'abord sur un génocide, puis sur la distinction entre les différentes populations blanches et la population noire qui était esclave. Oui. Donc oui, effectivement, pour conclure sur cette question-là,
le mouvement piloté par de la Gasnerie, le sociologue, et financé, en tout cas soutenu en sous-main par la fondation de Rothschild, a pour objectif d'entraver la des Gilets jaunes. Et d'ailleurs, quand on écoute Assata Traoré sur les Gilets jaunes, elle a exactement le même discours que Bernard-Henri Lévy sur les Gilets jaunes dès le début des Gilets jaunes. Dès le début. De même que le B'nai B'rith, etc. Toutes ces organisations, toutes ces personnalités, tous ces oligarques implantés en France, on voit une véritable similitude entre les deux. Et c'est d'ailleurs un vieux projet, une vieille stratégie plutôt, de la gauche française, gauche libérale, des libéraux américains, c'est l'équivalent de la gauche des démocrates. C'est une vieille tradition chez eux, une vieille, plutôt récente, contemporaine, que de mettre en avant la dimension raciale pour occulter la dimension sociale, et qui est en fait une autre forme de racisme, que ce soit à l'extrême gauche ou en fait à l'extrême droite. Je dis extrême gauche et extrême droite, c'est l'extrême gauche de l'oligarchie, l'extrême droite de l'oligarchie. Les libéraux financés par Soros et autres banquiers, et les néoconservateurs, que ce soit aux États-Unis ou en France avec les Zemmour, les Vidi, etc., ils ont en fait un discours qui est en miroir. Ils ont une vision racialiste de la société. Seulement les uns, la gauche, manipulent les minorités raciales, et ceux qui sont situés à droite ou à l'extrême droite les utilisent comme prétexte pour ne pas régler les problèmes de la société, les problèmes d'ordre socio-économique. Donc en fait, ils ont la même vision du monde, ils ont des intérêts communs, puisqu'ils appartiennent à la même catégorie socio-économique, et ils manipulent les différentes minorités, ce qui va me permettre d'aller plus en avant dans mon argumentation, qui est la suivante, c'est qu'ils voient le monde partagé selon des ethnies, des races et rien d'autre. Et le discours de la gauche, des trotskistes et autres révolutionnaires permanents en direction des minorités, noires, maghrébines, etc., est le même, comme je vais dire, en miroir, que celui que tiennent les Zemmour, les Foucault, les Elisabeth Lévy vis-à-vis de la population blanche. Parce qu'en fait, même si les Blancs en Occident sont majoritaires, en France en particulier, on leur tient un discours de minorité. On leur parle comme s'ils étaient une minorité silencieuse, et que cette minorité avait besoin de porte-parole communautariste pour défendre leurs intérêts. Vous me suivez ? Très bien. Très bien. Est-ce que Pierre-Antoine, vous voudriez enchaîner là-dessus ? Ben oui, il faut toujours faire en sorte qu'il y ait des porte-paroles qui s'expriment à la place des leaders réels qui pourraient émerger naturellement de ces groupes de population. En fait, c'est de la physique sociale. Dans mon livre, je parle de Gregory Bateson, qui est l'un des inspirateurs de George Soros, qui est un anthropologue américain qui a travaillé pour la CIA. Et en fait, Gregory Bateson avait étudié ce qu'il a dénommé la schismogénèse, c'est-à-dire la manière dont les groupes de population ou des tribus vont se scinder, se séparer sur la base de certains marqueurs anthropologiques qui, au départ, vus de l'extérieur, paraissent dérisoires. Cette schismogénèse est un outil qui peut être constamment employé sur tous les théâtres d'opération de la société ouverte dans le monde. On l'a vu en Ukraine, où les réseaux Soros ont cyniquement appuyé les nationalistes ukrainiens pour reprendre l'influence et la main sur l'Ukraine face à la Russie. Soros allait jusqu'à expliquer que dans cette zone-là du monde, il fallait admettre que l'antisémitisme était quelque chose
à prendre en compte. Donc finalement, on pouvait bien s'allier avec des antisémites un moment si ça permettait d'atteindre ces objectifs. Donc ce sont des gens qui ont cette psychologie-là. Ils n'aiment pas les Noirs, ils utilisent les Noirs. Mais ce qui est malsain avec ce Black Lives Matter, c'est que justement, il suffit de payer des personnes qui ensuite, selon la formule bien connue, qui paye commande. Et bien une fois que cette Assa Traoré ou d'autres, les Américaines, sont payées, bah forcément elles deviennent dépendantes de leur employeur, hein, c'est tout simplement. Et les communautés sont ainsi menées selon des agendas qu'elles ne maîtrisent pas forcément. Je pense que le but final de l'idéologie finalement irrationnelle de la finance internationale ou du marxisme, c'est cette idée là on pourrait en parler longuement hein, avec M. Indy aussi, c'est cette idée finalement de réaliser une forme presque de paradis sur Terre. En fait, c'est une révolte ontologique contre la condition humaine, et presque finalement contre la condition humaine de créature, en fait, hein, de créature mortelle. Et en fait, on se révolte contre ça, donc on veut créer un monde qui soit conforme à nos idéaux, et c'est finalement cette révolte qui se répercute à travers l'histoire. Et plus la crise économique va augmenter, plus il y aura de gens frustrés et d'injustice, et des gens qui chercheront un débouché, même une simple survie. Et ce sera facile de payer. Aux États-Unis, ce qui se passe, c'est assez simple. En fait, on voit des choses assez irrationnelles, comme ces gens qui s'agenouillent devant des Afro-Américains, des choses comme ça. Alors, il y a des mouvements de gens qui le font peut-être sincèrement, mais moi je suis persuadé qu'au départ, il va y avoir des acteurs de crise qui vont être rémunérés pour lancer de telles choses. Quand on voit des gens du personnel politique, des gens, des policiers, des gens, des militaires faire ce type de choses, il n'est pas logique que ces gens fassent cela. Ils le fassent parce que soit ils ont les consignes de le faire, soit ils sont payés pour le faire. Et c'est ce qu'on avait vu dans tous les théâtres de crise où ont lieu des révolutions de couleur. On constate ces phénomènes. Des acteurs de la société civile ou autres qui sont utilisés et stipendiés depuis l'étranger même pour réaliser ce type d'opération. Donc c'est ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui va se passer, ce qui se passe déjà en France, et ce qui se passera encore plus. Ce qu'il faut faire très attention, c'est effectivement cette question raciale. Vous avez dit très justement tout à l'heure, est-ce que la lutte de race prend la place de la lutte des classes, mais en fait c'est exactement ça, parce que le mot d'ordre du communisme classique, c'était la lutte classe contre classe, comme disait Lénine. Et maintenant que on passe à une nouvelle méthodologie qui effectivement d'utiliser les narcissismes communautaires et de monter les races les unes contre les autres, ou ce qu'il en reste des races, ou l'image qu'on veut en donner, parce que quand on voit effectivement le mot d'ordre LGBT du Black Lives Matter, on peut se demander si ça correspond réellement à l'anthropologie profonde des populations afro-américaines ou même afro-descendantes partout dans le monde. On pourrait demander cela à un Kémy Séba, savoir s'ils sont très proches des intérêts et de l'idéologie LGBT ou de la transphobie, par exemple, ce genre de choses. J'aimerais ajouter quelque chose par rapport à mon propos et développer l'idée d'indigénisme généralisé. Parce qu'en fait, je crois que c'est vers ça qu'on veut nous mener. C'est-à-dire qu'il y avait à l'époque coloniale une politique du colonisateur qui était indigéniste, c'est-à-dire qu'il y avait des bureaux arabes, par exemple, en Algérie, et puis ils géraient les différentes communautés, notamment la communauté majoritaire qui était arabo-kabyle, arabo-berbère. Et en fait, on a l'impression qu'en France même, en Occident, en premier les cas français, on est en train de développer une sorte d'indigénisme blanc. C'est le côté très pervers du discours sur le grand remplacement. C'est-à-dire qu'il y a un projet de grand remplacement au niveau statistique.
les Blancs ne sont pas encore grands remplacés, mais on parle du grand remplacement comme si c'était déjà un fait, un état de fait. C'est-à-dire que même si les chiffres ne correspondent pas au discours, on a réussi à faire intégrer mentalement un certain nombre de Blancs, entre guillemets, Français de souche, qu'ils étaient grands remplacés, qu'ils étaient une minorité, et de façon très insidieuse et perverse, on les pousse à se comporter comme une minorité. Et en acceptant d'être une minorité parmi d'autres, et en se comportant comme tel, ils vont finir par devenir une minorité. C'est-à-dire que si ça continue comme ça, s'ils ne sortent pas, si certains ne sortent pas de la dimension exclusivement racialiste pour aller vers le politique, donc le social et l'économique, ils vont tomber dans ce piège socio-manipulatoire de petits blancs grands remplacés qui ne peuvent pas porter eux-mêmes leurs paroles, donc ils acceptent que d'autres parlent à leur place, c'est-à-dire les Zemmour et compagnie, et s'il n'y a pas de sursaut, je ne parle pas d'un sursaut racial, au contraire, un sursaut politique, ils vont finir dans ce que j'appellerais des white boostants. Donc c'est vraiment et en fait on va présenter, on va faire monter la température chez les identitaires, et on va faire le focal médiatique sur des identitaires abrutis, et on va présenter aux gens de banlieue, aux gens d'origine immigrée, même s'ils sont eux-mêmes mariés à des Français, des Françaises de souche, voilà ce qu'est le Français de souche, c'est-à-dire un abruti complètement excité. Et en face, on prend des Assa Traoré qui vocifèrent contre les gilets jaunes, qui les traitent de fachos, et on va les prendre en banlieue systématiquement des voyous, des demi-analphabètes, des gens qui sortent de prison, pour représenter ces populations-là, afin de donner aux Français de souche l'image, une image déformée des gens de banlieue, et qui correspond à un discours aujourd'hui de De Villiers qui parle d'invasion barbare, etc. Comme si en fait toute la population d'origine étrangère en France, qu'ils soient employés, qu'ils soient ingénieurs, qu'ils soient chauffeurs de taxi, qu'ils soient cadres, etc., est en fait réduit à l'image qu'on en a donnée récemment à la télévision, c'est-à-dire à des bandes tchétchènes et maghrébines, de dealers de drogue, qui se battent entre elles. Donc c'est vraiment de l'ingénierie sociale de haut niveau. C'est-à-dire, la technique a permis d'aller beaucoup plus loin que les analyses et les théories de Gustave Le Bon à la fin du XIXe siècle, d'Édouard Bernays dans la première moitié du XXe siècle, pour nous conduire à un chaos dont les seuls profiteurs seront les membres de l'oligarchie et la classe juste en dessous de l'oligarchie. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui des collusions qui paraissent très étranges entre le libertaire Onfray, le néo-pétainiste Zemmour, le soi-disant catholique aristocrate Villiers qui tire les pompes à Macron et qui nous explique tous les jours maintenant à la télévision à quel point Emmanuel Macron est génial. Donc en fait vous avez une collusion des grands bourgeois, quelle que soit leur couleur, leur confession, etc., qui œuvrent ensemble pour que les classes moyennes prolétarisées et les prolétaires, en gros, se foutent sur la gueule les uns sur les autres. C'est-à-dire, en fait, c'est l'union des oligarques qui utilisent la guerre de tous contre tous pour se maintenir au pouvoir. Comment on peut expliquer, vous en parliez, comment on peut expliquer le succès de ce Front populaire et de Onfray? Pierre-Antoine Plaquevent, vous vouliez rebondir dessus? Oui, je voulais rebondir sur cette idée de grand remplacement, justement.
En fait, la clé, c'est les projections démographiques qui montrent qu'effectivement, si on continue sur cette voie, on aura une population qui sera beaucoup plus composite que ce qu'elle est actuellement. Et en fait, le remplacement de population n'est pas immédiatement un problème pour nous, mais plutôt pour nos descendants qui devront vivre donc, dans un pays qui aura une physiologie, une morphologie différente et un aspect complètement différent. Mais justement, Monsieur Indy a raison sur une chose, c'est que la clé est politique. Il n'y a qu'un seul moyen d'enrayer ce phénomène. Ce n'est pas effectivement de se lancer dans des affrontements intercommunautaires stériles qui ne feront qu'augmenter la déréliction actuelle, mais c'est au contraire de restaurer l'État. La seule chose à faire, c'est restaurer l'État. Si on regarde sur le temps long, ce qu'avait fait le général de Gaulle à partir des années 60, c'est de restaurer un État et d'essayer un État souverain, une puissance nucléaire et qui se comporte comme une puissance indépendante sur la scène géopolitique internationale. L'essence du politique, c'est le rapport de force. Donc on est tout le temps en friction et en rapport de force avec les autres. Mais si on n'a pas les moyens de ce rapport de force, on est un esclave. Et effectivement, on va vers la condition d'esclave et les esclaves sont traités comme des indigènes dans leur propre pays et nous sommes colonisés dans nos propres pays par des minorités qui nous traitent de la même manière qu'ils vont traiter les gens du Black Lives Matter. Donc on a il y a un phénomène aussi, ce phénomène vous avez parlé de l'affrontement entre les Tchétchènes et les bandes maghrébines, mais en fait c'est simple, ça c'est les mafias qui s'emparent du territoire et qui en fait occupent la place que devrait occuper normalement l'État. Et en fait, si l'État est aux mains de gens qui sont eux-mêmes aux mains de gens qui ont un projet cosmopolitique et post-étatique, logiquement l'État se dissout. Et quand l'État se dissout, c'est l'État étant le monopole de la violence légale, comme disait Max Weber, à partir de là, la violence se diffuse dans la société et chacun veut reprendre ses prérogatives. Les Gilets jaunes, qu'est-ce que c'est? Les Gilets jaunes, c'est la population centrale de la France qui se révolte contre son État, qui n'assure plus ses prérogatives de protection et de souveraineté. Mais à côté de ça, à côté de cette réalité où justement les Gilets jaunes vont être réprimés de manière implacable par cet État, on a des bandes et on a des mafias qui s'emparent de sections entières du territoire national et qui font leur loi sur ce territoire et qui deviendront à terme clairement des mini-États. Et en fait, c'est dans la logique globaliste. Un professeur espagnol que je cite dans mon ouvrage qui a étudié la manière, qui est très connue en Espagne, la manière dont les réseaux sociaux sont appuyés l'indépendantisme catalan, montre que c'est ça. Le but la méthodologie est toujours la même, c'est on flatte les intérêts particuliers de certaines personnes et on flatte les passions communautaires et narcissiques de nationalisme sans État. C'est ce qui s'est passé en Ukraine finalement. On a poussé des gens à rentrer en guerre contre l'État central parce qu'ils estimaient que l'État central ne les représentait pas. Bon, on a la même chose partout et finalement même en fait, ce qu'il s'agit là, par exemple avec Black Lives Matter, c'est d'utiliser le nationalisme noir, on pourrait dire, et de l'utiliser contre la majorité, et en plus de le canaliser et de le transformer, ce communautarisme, ce nationalisme noir en quelque chose de compatible avec l'agenda globaliste. Et en fait, c'est logique, parce que finalement, on a au pouvoir une minorité qui, pour se maintenir, doit dissoudre les majorités. Donc, dans tous les pays où ils vont être, ils vont faire la même chose. Et là où la majorité est blanche et chrétienne, ou chrétienne de culture, même si elle est plus pratiquante, ils vont utiliser les minorités. Donc, une minorité qui va utiliser d'autres minorités contre la majorité pour dissoudre cette majorité et en faire, effectivement, comme a dit M. Indy, une autre minorité. Et quand on aura cette marqueterie de minorités devant soi, c'est beaucoup plus facile à organiser. C'est comme ça que les empires fonctionnent. Et le globalisme se veut
l'empire final, l'imperium ultimum, celui de la fin de l'histoire. Donc il veut faire ce projet-là sur la Terre entière. Cela paraît fou, mais si on cumule les moyens et le capital qu'ont tous les financiers globalistes qui partagent cette même idéologie, ça n'est pas irréaliste du tout. Donc la seule solution, c'est l'État. Youssef Indy, un commentaire? Pardon ? Je disais donc la solution finalement, c'est de restaurer l'État, disait Pierre-Antoine Plaquevent. Un commentaire par rapport à cela, Youssef Indy? De toute façon, oui, je suis totalement d'accord. C'est pour ça que je disais la solution politique, c'est la restauration de l'État. C'est une évidence. Et effectivement, c'est ce que les Gilets jaunes implicitement demandent. C'est-à-dire qu'ils demandent la protection de l'État. Ils ne demandent pas seulement la protection de l'État vis-à-vis de l'insécurité, de l'incivilité au quotidien. Ils demandent une protection qui est totale, c'est-à-dire économique et sociale. La garantie sur le futur d'avoir un emploi et un revenu décent, les protéger de la globalisation économique, les protéger donc de la finance internationale. C'est tout ce que demandent les Gilets jaunes. Et en réponse à cela, le pouvoir macronien, eh bien, il a sorti le matraque. Et le pouvoir macronien qui est une émanation de l'oligarchie, parce que Macron vient aussi de chez Rothschild. C'est comme ça, hein. On les retrouve très souvent quand on fait des enquêtes sur les individus et les réseaux, même derrière Soros, comme l'a rapporté Pierre-Antoine Plaquevent dans son ouvrage. Après la matraque, eh bien, il y a l'ingénierie sociale, l'ingénierie racialo-sociale, c'est-à-dire l'utilisation de minorité et la transformation de la société en minorité. Alors, peut-être pour répondre à votre question par rapport au Front populaire et à Emmanuel Macron, oui. Ce qu'on voit se mettre en place avec ce Front populaire, c'est ce que je pressentais il y a quelques jours, quelques semaines, c'est que le Front populaire qui a intégré dans une même équipe Idrissa Berkane, Philippe de Villiers, une fausse gilet jaune, Jacques Sapir qui mange tous les râteliers, et bien d'autres. Ça me paraissait très étrange, en fait, en observant de façon attentive, notamment les sorties de Philippe de Villiers. Bon, j'ai très vite compris où il voulait en venir. En fait, l'objectif de ce Front populaire, c'est d'accompagner la révolte saine du peuple qui demande de la souveraineté, d'accompagner le mouvement, mais de le rediriger vers le système, c'est-à-dire canaliser cette force qui peut se transformer en violence, parce que les Gilets jaunes, ça n'était que la phase 1 d'un processus de révolte qui va aller s'aggravant en termes d'intensité et de violence, donc contenir cette révolte actuelle et à venir et la ramener vers l'électoralisme, c'est-à-dire vers un candidat du système. Le système manquant de candidats, ce qu'ils sont en train de préparer, en fait ce que prépare Macron lui-même, c'est une transfiguration de lui-même, une transfiguration de Macron qui va passer d'un globaliste LGBTiste à un néo-souverainisme. Et Philippe de Villiers, d'ailleurs, ne se cache pas, il dit clairement, il a dit, alors sur Sud Radio, exactement, vers un tandem Pierre-Philippe de Villiers. Partout, hein, pas seulement sur Sud Radio qui apparaît comme une radio dissidente entre guillemets, oui. BFM TV. Il vient nous expliquer que lui et Macron sont des amis. Il nous explique aussi que le véritable responsable du déconfinement et de la débâcle, ce n'est pas Emmanuel Macron, mais c'est Édouard Philippe. Donc, Édouard Philippe, en tant que Premier ministre, va endosser le rôle traditionnel de fusible, qui va devoir endosser la responsabilité de cette débâcle, de cette catastrophe, et même de la mort
de 25 000 Français. La France, elle est au classement au niveau, dans le domaine du coronavirus, c'est un des pires pays en termes de gestion. Donc il nous dit que Emmanuel Macron est opposé à Édouard Philippe, qu'il était opposé au confinement, qu'il ne croit pas à la propagande officielle de la deuxième vague. Donc en fait, Emmanuel Macron est totalement blanchi par Philippe de Villiers. Philippe de Villiers était censé être un Français catholique souverainiste. Hein. Donc juste au cas où certains l'auraient oublié, c'est ça le rôle qu'il s'est attribué à lui-même. Et il nous dit qu'en fait Emmanuel Macron l'écoute. Alors après le discours des mêmes, donc je vous ai dit ça récemment sur les réseaux sociaux en disant que je pressentais que Philippe de Villiers était en train de préparer la réélection d'Emmanuel Macron sur le dos d'Édouard Philippe, qui devait supporter la responsabilité de cette débâcle, mais aussi de la politique catastrophique qui est menée depuis 2017, depuis l'élection de Macron. Et en fait, juste après le discours d'Emmanuel Macron, Michel Onfray, porte-parole de son propre mouvement populaire, tweet quelque chose comme Emmanuel Macron lit Front Populaire. Il est influencé par Front Populaire car il reprend dans son discours les notions de souveraineté, de relocalisation, etc. Et dans la foulée, Philippe de Villiers, hier, le 21 juin, au micro de Sud Radio, il dit que Emmanuel Macron montre des signes positifs puisqu'il reprend des termes qui sont dans son livre qui vient de sortir, d'ailleurs aux éditions Fayard, comme le livre d'Assa Traoré. Il dit qu'Emmanuel Macron l'écoute et qu'il est en train quelque part de se transformer. Donc ce que j'anticipe, je pense que leur projet, c'est de dire nous, Front Populaire, c'est-à-dire Michel Onfray, de Villiers qui fait l'éloge de Michel Onfray. Il faudra qu'on explique comment un catholique peut être sur la même ligne qu'un libertaire comme Michel Onfray qui a passé toute sa carrière à insulter le christianisme. Aussi, il faudra m'expliquer. Mais ça s'explique par des raisons socio-économiques, comme je l'ai dit précédemment. Il y a une alliance objective car il y a des intérêts objectifs. Et donc, ils vont nous dire demain, nous, le Front Populaire, nous avons posé de tout notre poids sur Emmanuel Macron afin de le transfigurer, de le transformer en souverainiste. Et là, Emmanuel Macron, soit dans le cadre d'une élection anticipée en 2022, pourra se présenter comme un homme politique qui a changé l'air. Souvenez-vous, Nicolas Sarkozy avait déjà fait le coup à la fin des années 2010 en disant « j'ai changé ». Donc là, peut-être qu'Emmanuel Macron nous fera le même coup. Mais je poursuivrai ensuite sur De Villiers, je vais laisser la parole à Pierre-Antoine Pell. Oui, enfin, je ne développerai pas forcément sur cet aspect-là, mais c'est vrai que, en tout cas, le livre de Villiers, le précédent livre, j'ai tiré sur le fil du mensonge, a été très bien documenté et très bien fait sur le projet de la construction européenne. Après, sur cette fausse alternative, sur ce qu'on pourrait appeler ce faux CNR en quelque sorte du Front Populaire ou de ses alliés. Déjà le nom Front Populaire est tout de même assez pas forcément placé sous les meilleurs auspices dans la mesure voilà. Après le Front Populaire vient la débâcle, l'invasion et la guerre civile historiquement. Mais bref. Un nationalisme qui ne dit pas son nom, titre Slate. Ah oui, bah forcément. Alors là, on a vraiment Slate qui est directement lié à la galaxie Soros, comme les Huffington Post et tout ça. Donc on a toujours cette dialectique entre une gauche médiatique et une droite médiatique. Hein. Donc il faut entretenir. S'il y a pas, ça, c'est la méthodologie. C'est ce qu'on a beaucoup de mal à comprendre, mais finalement c'est la clé de beaucoup de choses. C'est la progression dialectique de l'histoire.
Donc on a thèse, antithèse et synthèse. Donc on a toujours cette forme-là. Donc là, maintenant, il s'agit d'organiser on va confronter effectivement un communautarisme. On a maintenant en France un terrain idéal pour toutes ces manipulations. Comme on disait tout à l'heure, on a une population majoritaire qui est paupérisée, qui va toujours plus s'appauvrir suite aux conséquences du Covid-19 et peut-être surtout aux conséquences du confinement. On a des minorités qui sont toujours plus pris en main par des réseaux étrangers, par des mafias étrangères, par des réseaux islamistes étrangers. Donc c'est potentiellement une poudrière. Les Grecs dans l'Antiquité appelaient cette situation la stasis, quand la cité se défait et que commence à apparaître le spectre effroyable de la guerre civile. Et quand effectivement on peut s'interroger sur le rôle de gens comme Zemmour, qui nous explique que presque le seul horizon pour les petits blancs serait la guerre civile. C'est très problématique parce que la guerre civile est la chose peut-être la plus effroyable qui existe dans l'histoire d'une collectivité. C'est pire que la guerre elle-même qui continue encore à avoir un minimum de cadre. Et la guerre civile, de règles, est ce qui est employé partout sur Terre par la tautologie des réseaux mondialistes, en Ukraine, en Syrie, partout dans le monde. Donc se retrouve en ex-Yougoslavie, dans les Balkans, se retrouver dans cette situation-là en France, c'est en fait assurément préparer la sortie définitive de la France de l'histoire et se préparer à une partition territoriale et à devenir à segmenter la France en autant de micro-entités qui n'auront plus jamais la capacité d'être souveraines. Donc la clé pour régler les problèmes communautaires, les problèmes d'immigration, les problèmes d'islamisation et politique, c'est la restauration de l'État et la restauration d'une chaîne de commandement décisionnelle politique clairement identifiée et indépendante de toute forme d'ingérence étrangère. Autant dire que si un mouvement allait réellement dans cette direction, il aurait l'appui de la population majoritaire en France, mais il se retrouverait dans une situation de confrontation directe et frontale avec tous les intérêts oligarchiques réunis. Et autant dire que si un pouvoir souverainiste prenait un jour le pas en France, il aurait à affronter des situations comme aux États-Unis, mais peut-être même pire. Mais de toute façon, nous n'avons pas tellement d'autres issues. Le problème, c'est que tous les acteurs pour une analyse plus géopolitique, tous les acteurs de la puissance, au niveau même international ou plus intra-étatique, vont développer des discours idéologiques au service de leurs objectifs stratégiques. Donc les gens sont un peu captés par ces discours. Mais il s'agit de ne pas être aveuglé juste par le discours et d'avoir toujours en tête qu'un acteur politique a une appréhension et une vision instrumentale de son discours. Son discours est un moyen en vertu d'une fin. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un me dit A que dans son esprit ça veut dire A. Ça peut vouloir dire autre chose. Il faut vraiment garder ça à l'esprit. Et quand certains nous parlent effectivement de front populaire, de souveraineté ou choses comme ça, on peut pas, il faut évaluer sur quels seront leurs actes. Le discours, ça fait trop longtemps qu'on peut raconter tout et son contraire. Et je pense que en fait, ce qu'il faudrait en France, effectivement, c'est on en parle régulièrement sur Stratégica, c'est une convergence des secteurs encore sains de la société civile avec des secteurs et des personnalités encore souverainistes ou d'orientation souverainiste de l'État ou de l'appareil militaire ou même dans l'éducation
en France, ou des hauts fonctionnaires ou des gens comme ça. Et il n'y aura pas. C'était le projet gaulliste. C'est ce qu'il avait réussi à faire et qui a été cassé précisément à partir des années 60 par la subversion globaliste sous sa forme de l'époque. Si on ne va pas vers ça, et il faut toujours garder en tête aussi une chose, c'est que tout est politique et l'homme, à la base, comme disait Aristote, est un animal politique. Donc il y aura toujours une forme d'organisation politique. Mais si ce n'est pas une forme d'organisation politique qui est souveraine et qui est faite par les Français ou par des Français qui se mettent au service de la France et des Français, on sera forcément piloté par d'autres et il y aura forcément une forme politique qui nous subjuguera. C'est la loi de l'histoire, c'est une règle. Tant qu'on est dans l'histoire et sur Terre, on sera soumis à cette règle. Et votre conclusion à vous, Youssef Indy? Alors, pour conclure, j'aimerais terminer sur Philippe de Villiers. Autre chose qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'était à chacune de ses interventions, il parlait de son frère. Et ce qu'il ne faisait pas avant. Il parle de son frère en commençant toujours en disant ce grand soldat, mon frère, ce grand soldat. Et récemment, il disait mon frère est un grand soldat, il est dans la gratuité. Et juste avant notre interview, j'ai écouté sa dernière interview dont je vous parlais à Sud Radio qui passait hier, le 21 juin. On lui posait la question, on lui demandait mais est-ce que votre frère s'engagera politiquement ou vous-même en cas de besoin. Et il a répondu si la France est en péril, en gros s'il y a une guerre civile, mon frère qui est un grand soldat, etc., s'engagera politiquement et je serai son chef d'état-major. Et ça, c'est une possibilité que j'avais déjà envisagée dans le préambule de mon ouvrage justement du Brexit aux Gilets jaunes. J'avais mis plusieurs scénarios en disant qu'il y aurait un piège démocratique, mais aussi un piège autoritaire. Parce que la démocratie comme l'autoritarisme font partie des traditions françaises, notamment la tradition bonapartiste. Et dans ce scénario faussement autoritaire, j'anticipais les mises sur rampe de lancement de Pierre de Villiers, justement le frère de Philippe de Villiers. Alors, très rapidement, j'en parle en préambule du Brexit et Gilets jaunes, les auditeurs pourront retrouver ça dans mon ouvrage. Qui est Pierre de Villiers? Parce qu'on nous le présente, son frère, on le présente comme un grand soldat. Mais Pierre de Villiers, c'est celui qui a été chargé d'exécuter la production des moyens matériels et le plan social engagé par Nicolas Sarkozy dans la période où la France perdait plus encore de sa souveraineté militaire avec les accords de Lancaster House et le retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN. Donc Pierre de Villiers est à l'origine aussi du plan social, militaire, de la suppression de 54 000 postes. 54 000 postes. Et il a accompagné systématiquement les réductions budgétaires de l'armée. Ce grand soldat, nous dit Philippe de Villiers. Alors Pierre de Villiers a démissionné de son poste de SEMA, le chef d'état-major des armées, le 19 juillet 2017, suite à une altercation avec Emmanuel Macron. On nous fait croire qu'il a démissionné. Or, il devait partir à la retraite le 26 juillet 2017. Donc en fait, il a démissionné 7 jours avant son départ à la retraite. Il a été recruté dans la foulée, c'est une première pour un chef d'état-major des armées, il a été recruté dans la foulée par le Boston Consulting Group, qui est un géant américain du conseil, un chef d'état-major français, patriote français, qui démissionne, ou en tout cas plutôt qui, après son départ à la retraite, va occuper un poste dans une agence de conseil américaine. La revue Fait et Documents, je la rapporte dans mon ouvrage aussi, numéro 459 du 1er au 15 décembre 2018, rapporte que Pierre de Villiers
est devenue une des figures de proue de Positive Football, un projet lancé en mai 2018 à la suite d'un accord de collaboration passé entre le syndicat des footballeurs professionnels, l'UNFP, et Positive Planet, ex-Planet Finance, qui est l'ONG, donc l'organisation non gouvernementale, de Jacques Attali. Donc, Pierre de Villiers siège avec Jacques Attali, Dominique Régnier ou encore Pascal Boniface au comité stratégique de l'UNFP. La promotion médiatique de Philippe de Villiers a été assurée par l'agence d'événementiel dirigée par Claudine Ponce, associée de Caroline Pierret, directrice associée de Publicis Event, en liaison avec la patronne de Fayard. Fayard encore, qui a publié le livre de Philippe de Villiers, qui a aussi publié le livre d'Assa Traoré, Sophie de Closet, donc, qui est l'éditrice de Jacques Attali et de Michelle Obama. Donc en fait, quand on mène des investigations précises et qu'on a une analyse globale, on se rend compte que tout ce petit monde est interconnecté. Michel Onfray connecté à Eindhoven, à Grasset, donc Nora, Jacques Attali connecté à Idriss Aberkane, qui lui-même était au Front Populaire, Philippe de Villiers, qui est au Front Populaire, édité par Fayard, mais aussi son frère, qui travaille avec Jacques Attali et une organisation, un groupe américain. Tout ce petit monde travaille de concert. Alors certes, il y a des factions qui s'opposent véritablement ou théâtralement, mais ils vont tous dans la même direction. D'ailleurs, dans ce préambule, pardon, c'est la part de cet ouvrage donc, du Brexit aux Gilets jaunes, c'est la partie qui s'appelle Piège autoritaire, et où vous dites que l'oligarchie a dans sa main deux cartes maîtresses à jouer pour se maintenir au pouvoir, celle de la démocratie avec le RIC, ou celle d'un bonapartisme fallacieux, un pouvoir autoritaire rassurant. Vous vouliez enchaîner, Pierre-Antoine? En fait, je voulais juste... tout ceci est en fait logique, et ça recoupe le schéma géopolitique global dans lequel la France et plus largement l'Europe est complètement déchirée entre cette lutte planétaire qui a lieu entre, d'un côté, le globalisme politique chimiquement pur, d'essence sorosienne, et de l'autre, l'occidentalisme et l'américanisme promus par l'administration Trump. Historiquement, le gaullisme avait réussi à développer une troisième voie au moment de la guerre froide entre les deux grandes influences de l'époque. Il est vital à notre époque d'arriver à développer quelque chose de cet ordre-là, une orientation stratégique géopolitique de ce type-là, c'est-à-dire on peut soutenir ce que fait l'administration Trump dans les coups qu'elle peut donner ou recevoir face au globalisme sorosien, mais on ne doit pas se laisser satelliser par les Américains, y compris sous une forme pseudo-souverainiste, voire néoconservatrice, qui nous sera sûrement proposée de manière à continuer à maintenir la suggestion de la France et de l'Europe à ces intérêts-là, et surtout d'empêcher le rapprochement du cœur géopolitique de la France, qui est le couple franco-allemand, avec la Russie et les puissances eurasiatiques émergentes. Le schéma géopolitique global actuel, pour moi, est celui-ci, c'est l'affrontement entre cet occidentalisme promu par l'administration Trump et la montée de puissances eurasiatiques qui contestent l'ordre géopolitique unipolaire actuel, et la troisième force qui est celle qui occupe actuellement l'Union européenne, qui est le globalisme politique qui a une visée post-nationale et de gouvernance des multinationales. Voilà, donc entre ces trois forces, il faudrait arriver à créer une troisième alternative qui devrait être celle promue par les nationalistes ou les souverainistes ou les populistes authentiques, qui est celle d'un nouveau non-alignement et d'une nouvelle souveraineté géopolitique. En ce sens, nous avons publié sur notre site plusieurs travaux d'un groupe de militaires
qui cherche à orienter la défense nationale française dans ce sens-là. Bien, nous en sommes presque à 2 heures d'entretien. Est-ce qu'éventuellement on pourrait conclure là-dessus, messieurs? Pour moi, c'est parfait. Pour moi, c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour. Eh bien, écoutez, Pierre-Antoine Plaquevent et Youssef Indy, merci d'avoir accepté cette invitation et cet entretien. Merci à vous. Merci, Culture. Et n'hésitez pas, Culture Populaire, à écrire à l'Open Society Foundation pour voir si vous pouvez avoir éventuellement un financement. Un financement, oui. Blog politique de réinformation de la population. Mais eh bien, je rappelle... Si vous finance. Voilà. Je rappelle en tout cas vos 2 dernières actualités livresques. Pierre-Antoine Plaquevent, Soros et la Société ouverte, un livre qui sera augmenté et réédité aux éditions Culture et Racines. Et Youssef Indy, Chronique du sionisme chez Contre-Culture. Messieurs, encore une fois, merci et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir.